Nous sommes début septembre 2016 à bord du Métis 2, un Bavaria 39 que Marc a acquis il y a 3 ans avec comme objectif de pouvoir profiter de sa retraite pour naviguer. Il va enfin pouvoir goûter au plaisir de la croisière avec sa famille et ses amis. Il ne le sait pas encore, mais une terrible épreuve l'attend au cours de son voyage. C'est l'aventure qu'il a vécue que je vais vous raconter aujourd'hui. En ce début de matinée, le Métis 2 double phare de Sainte-Marine à la sortie de l'Audet et met cap au sud-ouest. À son bord, Marc a l'intention de rejoindre les îles portugaises de Porto Santo et de Madère, puis de faire route vers les Canaries où il compte passer l'hiver. Après une escale technique à la Corogne pour remédier à un souci électrique, il atteint l'archipel de Madère à une moyenne de 7 nœuds dans des conditions idéales de mer et de vent. C'est l'occasion pour lui de découvrir le paysage sauvage et volcanique des îles et de randonner le long des Levadas, ces anciens canaux d'irrigation, souvent bordés de petits sentiers. Fin novembre, le Métis 2 reprend la mer et fait cap sur Tenerife. Après quelques jours de navigation à la découverte des îles qui composent l'archipel des Canaries, Marc quitte son bateau pour participer au convoyage d'un voilier vers la Martinique. Mi-janvier, il est de retour au port de Tenerife et c'est en famille qu'il profite de la douceur de l'hiver canarien. Après cette pause bien méritée, c'est le 23 janvier que le Métis 2 quitte Tenerife pour rejoindre Fuerteventura en passant par Grande Canaria. À son bord, Marc, sa compagne et le chat de la famille. Il est 20h30 quand le voilier sort de la marina de San Miguel au sud de Tenerife. Le vent souffle du nord-est à 15 nœuds avec des rafales à 20 nœuds. La mer est un peu agitée, mais tout à fait maniable. Marc prend un ris pour soulager le bateau qui, pour progresser vers l'est, au près, bâbord à mur, doit se battre contre le vent et la mer. Jusqu'au milieu de la nuit, le Métis 2 enchaîne les virements de bord pour remonter le chenal qui sépare Tenerife de Gran Canaria. Quand tout à coup, la VHF crépite. Ce sont les autorités maritimes de Las Palmas qui contactent le Métis 2. Ils signalent à Marc qu'il est en route de collision avec un remorqueur et lui demandent de se dérouter. Marc voit effectivement des feux du remorqueur qui fait route au nord. Il paraît être à bonne distance, c'est d'ailleurs ce que confirment l'AIS et le radar. Il ne semble donc pas y avoir de danger puisqu'il y a suffisamment d'espace pour que les deux bateaux passent. Marc, dans un espagnol approximatif et un anglais qui n'est guère meilleur, essaie de convaincre les autorités maritimes qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est peine perdue. Le Métis 2 vire donc de bord et se retrouve à faire une route parallèle à celle du remorqueur. Au bout de quelques minutes, voyant qu'il est bloqué par le convoi et certainement pour longtemps, Marc revire de bord pour reprendre son cap initial. Il ne faut pas 10 minutes à Las Palmas pour le contacter à nouveau et lui redemander de virer. Tout cela commence à énerver passablement Marc, et comme si cela ne suffisait pas, le vent forcit et la mer se durcit. Il vire à nouveau et observe sur son tribord le remorqueur qui continue sa route. Au nord, les lumières de Santa Cruz de Tenerife sont comme un appel. Puisque le remorqueur lui barre la route et que la mer et le vent forcissent, il décide de se dérouter et de faire escale à Santa Cruz. Ce sera l'occasion d'aller visiter 2 musées qu'ils ont envie de voir depuis longtemps. L'avantage des grandes vacances, c'est qu'on a le temps. Ils repartiront plus tard vers Grande Canaria ou Fuerteventura. Une dizaine de minutes après avoir changé de cap en direction de Santa Cruz, le radar bug. Puis c'est au tour du traceur qui n'affiche plus que des lignes verticales, un peu à la manière du Canal+, sans décodeur. Cela ne gêne pas trop Marc, car il voit très bien les feux de la plateforme de forage qui est mouillée devant Santa Cruz. Le phare improvisé est un excellent point de repère pour rejoindre le port, d'autant que Marc a déjà navigué de nuit dans ce secteur. Il sait qu'il ne présente pas de difficulté et que l'entrée de Santa Cruz est simple et bien balisée. Dans ces conditions, il n'éprouve pas le besoin de mettre en route son ordinateur ou sa tablette qui dispose de l'appli Navionics et qui pourrait parfaitement pallier à la défaillance du traceur. À 4h45, le Métis 2 fait
fait route près dans la nuit noire. Marc et son épouse, qui veillent dans le cockpit, distinguent vaguement sur bâbord la côte sauvage de Tenerife. Et tout à coup, c'est le choc. Marc comprend tout de suite ce qui s'est passé. Il a sous-estimé la force du courant créé par le vent nord-est qui souffle assez fort depuis quelques jours entre les deux îles, ce qui a eu pour conséquence de repousser le bateau vers la côte. À cela s'ajoute la dérive due au fait que le Métis est auprès et qu'il se bat contre le vent et les vagues pour rejoindre le port. Pour ne rien arranger, la nuit est noire, le ciel couvert et sans lune, ce qui ne permet pas de distinguer les contours de l'île constituée de roches volcaniques. De plus, à cet endroit, il n'y a aucune lumière pour se repérer. Et ce qu'il croyait être la côte à 800 ou 1000 mètres de distance étaient en fait les roches qui se trouvent en arrière-plan. Le bateau fait d'abord une touchette assez légère de la quille sur une roche. Cela fait légèrement pivoter le Métis 2 qui du près se retrouve au vent de travers, voile bordée. Il fait désormais route vers la côte et vient s'encastrer dans une crique où il a juste la place de rentrer. Marc affale les voiles, lance le moteur et bat en arrière. Mais avec le clapot d'1 mètre à 1,50 m et le vent qui porte à la côte, il n'y a rien à faire. Il ne voit rien devant lui, car en navigation de nuit, il allume toujours que ses feux de tête de mât pour être visible de plus loin et de ne pas être dérangé par la lumière du feu de poupe. Il se saisit de la lampe torche et éclaire la zone. Il découvre des rochers à 1,50 m devant le bateau et à 2 mètres derrière. Ils sont piégés. Marc contacte immédiatement les secours à la VHF, mais le vacarme et la barrière de la langue compliquent la transmission de leur position. Et bien qu'équipés de l'ASN, ils déclenchent la balise de détresse pour faciliter leur localisation. Puis, il explique qu'ils sont échoués sur les rochers et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Les gardes-côtes demandent alors s'il est possible d'utiliser le radeau de survie. Marc leur répond qu'avec cette roche volcanique abrasive, s'il met le radeau à l'eau, il sera déchiré avant même de se gonfler. Heureusement, actuellement, ils ne sont pas en péril. Ils peuvent rester sur le bateau, bien que celui-ci risque de se disloquer dans les heures ou les minutes qui viennent. Marc précise qu'une vedette ne peut pas s'approcher sans se mettre en danger, et que la seule solution paraît être l'hélicoptère. L'opérateur radio, qui a bien compris la situation, confirme que les secours aéroportés sont en route et qu'ils doivent se tenir prêts à l'évacuation. Le bateau est secoué. Le marnage n'est pas très important, mais avec la marée descendante, le Métis 2 est poussé vers les rochers au fond de la petite crique où le ressac est très fort. Bientôt, une voie d'eau se déclare. La coque est percée et l'eau s'engouffre par le coffre arrière tribord. Elle ne rentre pas immédiatement à l'intérieur, mais le bateau prend de la bande et un autre trou se forme un peu en avant du premier. Cette fois, c'est au niveau de la cabine arrière tribord. À partir de là, tout va très vite. Marc a de l'eau aux chevilles quand il rentre dans le bateau pour récupérer le sac étanche, qu'il a rempli avec leurs papiers et de l'argent. Il prend aussi des vestes pour qu'il n'ait pas froid, des fruits pour éviter l'hypoglycémie et la radio VHF portable, car Marc sait que le poste radio principal va rendre l'âme rapidement. L'eau lui arrive maintenant à la poitrine et il doit rapidement sortir du bateau. Cela fait maintenant 3/4 d'heure que Marc et son épouse se sont réfugiés sur le pont du bateau qui se disloque sous les coups de butoir de la mer. Trempée dans une position inconfortable, la compagne de Marc tient serré à l'intérieur de sa veste de quart le petit chat de la famille qui tremble de froid et de peur. Soudain, dans la nuit noire, un point lumineux semble se rapprocher. Et bientôt, le faisceau d'un projecteur perce les ténèbres, accompagné par un bruit de rotor. L'hélico est là. Il fait un vol stationnaire au-dessus des roches qui bordent la crique. Un sauveteur descend au bout d'un câble, se pose sur les rochers qui dominent la crique et, avec sa lampe torche, balaie la zone d'évacuation pour en apprécier tous les dangers. Marc lui fait comprendre qu'il peut démâter le bateau s'il faut pour sécuriser la manœuvre, mais le secouriste lui fait signe que ce n'est pas utile. En moins d'1 minute, il remonte de quelques mètres dans les airs et est déposé en douceur sur l'étrave du Métis. Il évacue la compagne de Marc en premier, suivi du sac étanche. Puis,
C'est au tour de Marc et de son petit chat de décoller vers le salut. Il ne faut pas plus de 10 minutes à l'équipage de l'hélico pour mener l'opération de sauvetage. Marc jette un dernier regard sur son bateau qui gît sur le flanc avec 50 degrés de gîte. Seul émerge encore le passe-avant bâbord. Il est 6 heures du matin quand Marc et son épouse prennent pied sur le tarmac de la base du groupement de sauvetage maritime de l'aéroport de Tenerife. Ils sont admirablement traités. Douche chaude, thé, biscuits, même le chat a le droit à sa petite boîte de nourriture. On leur donne des vêtements secs et on leur met à disposition une salle dans laquelle Marc peut téléphoner et prendre contact avec son assureur, ainsi qu'avec le consulat français. Puis ils sont déposés chez un loueur de voitures, car Marc souhaite être autonome le plus rapidement possible. Une fois en possession d'un véhicule, ils se hâtent de retourner sur le lieu de l'accident. Quand ils arrivent sur place, 2 ou 3 heures seulement après le naufrage, le spectacle qui s'offre à eux est horrible. Un grand nombre de personnes ont commencé à piller le Métis 2. Certains sont équipés d'équipements de plongée, d'autres ont des outils de découpe et de démontage. Marc balaie du regard la côte à la recherche d'un représentant de l'autorité locale qui pourrait arrêter ce pillage. Mais il ne voit aucune trace des forces de l'ordre. Marc et son épouse, en venant sur place rapidement, espéraient pouvoir encore sauver le Métis. Il n'a pas dématé, la coque est dans son intégrité, abîmée certes, mais si on peut installer des ballons dans le bateau, il devrait être possible de le sortir de là et de le remorquer. Mais déjà, les pilleurs éventent l'étrave pour récupérer le guindeau et le bout dehors. Les winches sont enlevés, même les WC sont arrachés. Ça va très vite. Les panneaux et les hublots sont démontés sous les yeux de Marc et de son épouse. Impuissants face à ce spectacle, ils quittent les lieux et se rendent à Santa Cruz, au consulat de France, où une déléguée du consul leur vient en aide. Elles mettent un ordinateur à leur disposition pour faire la déclaration d'accident et s'occupent de leur trouver une chambre pour le soir. Tous les hôtels sont pleins et la seule chambre disponible est une suite dans un hôtel de luxe. Imaginez la scène. Un hôtel chic qui attend un couple pour la nuit et qui voit arriver 2 naufragés décoiffés, en jogging et avec pour tout bagage des sacs poubelles. Enfin installés dans leur chambre, Marc et son épouse prennent connaissance du courrier électronique envoyé par les autorités locales qui exigent que l'épave soit retirée dans les 48 heures, à défaut de quoi ils s'exposeront à une amende de 3 millions d'euros. De plus, ils ont interdiction de quitter le territoire tant que le chantier n'est pas terminé. Après une nuit agitée et un petit déjeuner vite avalé, la journée est consacrée à accomplir les multiples démarches nécessaires au renflouement de l'épave. Et le soir enfin, une barge arrive sur place. Le déblaiement va pouvoir commencer dès le lendemain matin. Il faut 1 semaine de travaux et qu'un film sous-marin soit réalisé afin de prouver qu'il n'y a pas de pollution marine. Pour qu'enfin les autorités donnent leur quitus à Marc et son épouse pour quitter le pays. Allez les amis, il est temps de faire le bilan de cette histoire. Alors pour commencer ce bilan, il ne faut pas oublier de parler de l'origine de l'échouement. C'est le fait que le Métis 2 était obligé de se dérouter. Alors pourquoi a-t-il pris la décision de changer de cap? Tout simplement parce qu'il était gêné par le remorqueur. Un remorqueur est donc prioritaire sur un voilier et le sémaphore a tout naturellement demandé à Marc de changer de cap. Il lui a demandé de changer de cap et non pas de virer. Marc a compris virer puisque pour lui ne pas aller en direction du bateau était de virer, mais il aurait été possible, et c'est ce que lui demandait le sémaphore, c'était de ralentir et de faire un détour et de passer derrière le bateau, derrière le remorqueur. Ce qui était, c'est sûr, vu la longueur qu'il avait à parcourir pour rejoindre sa destination, l'aurait passablement ralenti. Mais bon, c'était tout à fait acceptable. Mais il a pris la décision de plutôt virer et de rejoindre un port plus proche, ce qui n'était pas une faute de navigation en soi. Il faut bien se rappeler que dans le RIPAM, il n'y a aucune obligation de virer, il faut passer derrière les bateaux prioritaires. Alors une fois que Marc a viré, très rapidement, les instruments sont tombés en panne. Alors
on ne peut pas remettre en doute les capacités nautiques de Marc, il y a pas mal de milles à son actif, mais peut-être qu'on a tous ce défaut, c'est des fois d'avoir un excès de confiance. On connaît le secteur, on se dit bon, c'est pas grave, c'est tombé en panne, je peux redescendre à l'intérieur, allumer d'autres appareils pour essayer de pallier à ce problème. Et je pense que là, Marc a péché, c'est d'ailleurs ce qu'il dit, par un excès de confiance. Ça, c'est ce qui nous attend tous quand on est dans une zone connue, qu'il y a une panne. Très souvent, on ne prend pas toutes les mesures qu'on devrait prendre. Il aurait fallu rallumer, puisqu'il disposait d'un ordinateur portable, il a fallu qu'il l'allume, qu'il se serve de ce qu'il avait télécharger à bord pour pouvoir retrouver sa position, éventuellement d'avoir une antenne annexe et pouvoir relancer toute l'électronique de bord. Si ce n'est pas le cas et si on n'a pas de possibilité de relancer d'autres appareils redondants pour naviguer, il aurait été souhaitable de sortir à ce moment-là une carte papier, faire une position et surtout pas oublier de noter la dernière position connue donnée par les appareils, et repartir de là pour faire un calcul à l'ancienne à partir de 4 papiers avec une règle gras, compas de relèvement et autres. Si on ne dispose pas de carte papier, essayez de naviguer à la sonde à l'ancienne, c'est-à-dire si le sondeur marche encore, essayez de naviguer au sondeur et prendre par exemple une ligne de fond des 50 mètres et on sait ne pas la dépasser pour ne pas risquer l'échouement et donc de toujours rester dans une hauteur d'eau supérieure à 50 mètres. Si jamais l'électronique, le sondeur était aussi en panne, on peut tout à fait recourir aux sondes, à la sonde à main avec un plomb et reprendre de temps en temps des mesures de profondeur. Ça se faisait très bien avant et on peut tout à fait bien le faire encore aujourd'hui sans que ça pose de problème majeur. Enfin, le dernier point, c'est l'échouement. Alors l'échouement, il faut savoir tout de suite prendre les mesures qui conviennent. Bon, là, il a fait tout ce qu'il fallait pour sauver l'équipage, donc et lui-même, par la même occasion. Mais dès que vous retournez sur le lieu, n'hésitez pas à prendre des photos si vous avez la possibilité pour les assurances, ça va être très important. Et ensuite, il y a tout ce qui est la partie pillage. Et ça, je pense que ça va mériter de faire une enquête particulière sur le pillage. On sait que le pillage des bateaux, c'est pas uniquement sur des pays lointains, ça se passe aussi très souvent, et là on le voit encore en Europe, y compris en France. Et donc je pense que je vais faire tout un volet, une enquête sur le pillage des bateaux de plaisance au moment d'un échouement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir. Et je vous souhaite à tous de belles navigations.